n'y en a qu'une, c'est la valeur du texte. C'est que la loi est inférieure hiérarchiquement, c'est-à-dire qu'elle doit respecter la Constitution. La Constitution n'a pas à respecter la loi. Donc c'est complètement extérieur au contenu. C'est une question de forme. D'accord? Donc ça c'est pas difficile en fait à résoudre. C'est au juge de le faire, ça. Ouais. Oui, à propos de la formation, je crois qu'il y a effectivement besoin d'une petite formation, mais pas un formatage, c'est évident. En revanche, il faut faire très attention à une chose, c'est ne pas entrer dans le discours technocratique habituel. Parce que, bon, je vois des documents qui nous viennent de la grande région maintenant. Si vous n'avez pas une formation à la langue étrangère, qui est leur langue, si vous ne savez pas le traduire en français, vous n'arrivez même pas à remplir les formulaires. Il y a vraiment un problème. Et il y a un autre problème. Et peut-être qu'il faudra y penser à la constituante. Il y a un problème de domination très forte, puissante, de la haute administration sur les ministères et par ricochet sur l'Assemblée, parce qu'à interroger un certain nombre de députés, et ils vous répondront que telle loi est passée parce que les députés avaient envie qu'elle passe, ils la trouvaient bonne, mais Bercy, par exemple, bon, ça peut être un autre ministère, mais très souvent c'est Bercy. Bercy avait dit non, on n'en veut pas. Eh bien, recherchez certaines lois dont les décrets d'application ne sont pas sortis depuis 5, 10 ou plus années, et vous verrez qu'il y a eu un blocage, et là, dans la Constitution, il faut que ça ne soit pas possible. Je comprends. Oui, non, mais ça, c'est évidemment un problème qu'on risque d'avoir, et j'allais dire, c'est même pas... Il y a les hauts fonctionnaires des ministères, et il y a même les administrateurs des assemblées, qui eux aussi sont des hauts fonctionnaires, et eux aussi ont une capacité rédactionnelle qu'ils ont apprise, et qui fait qu'ils peuvent orienter des choix à ce niveau-là. Donc là, il y a un vrai problème d'indépendance, on va dire, des choix politiques d'une assemblée représentative. Donc ça, effectivement, c'est un problème qu'il va falloir réfléchir au sein du... quand on va penser, en fait, au règlement intérieur, justement. Alors ça, moi vivante, voilà. On donne les moyens à qui que ce soit, y compris aux femmes, parce que c'est souvent sur les femmes que repose ce genre de tâches, et qui fait que les femmes ont longtemps, concrètement, été éloignées et le sont encore, pour cette raison précise. Donc une crèche, une garderie à l'Assemblée constituante, c'est une évidence. Voilà, oui, la phase du numérique, pour moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce fait-là. Il faut évidemment, et là, ça a été super bien dit, c'est un équilibre entre le numérique et le pas numérique. C'est extrêmement important, à la fois des raisons de fraude, etc., mais aussi des raisons d'exclusion, parce que la fracture numérique, c'est aussi quelque chose qui existe, et donc on ne va pas prétendre faire une république qui implique, alors même qu'on repose ici sur un levier, un moyen qui exclut non seulement une génération, quasiment, mais aussi les personnes qui n'ont juste pas les moyens d'avoir voilà, un accès à Internet ou je ne sais quoi, ou un smartphone. Donc de toute façon, il faut trouver cet équilibre-là. Ça a été réfléchi en principe, mais pas en pratique. Je dois le reconnaître pour le moment. On imagine que dans le meilleur des mondes, la 6e République est instaurée. Il faut qu'elle se traduise, la 6e République est instaurée, il faut qu'elle se traduise en loi. Du jour au lendemain, on a tout un corpus de lois qui sont anticonstitutionnelles. Celle-là notamment. Mais oui. Et comment on fait la transition? Enfin, même pas comment on fait la transition. Il faut prévoir une sacrée transition. Alors oui, on appelle ça souvent les dispositions transitoires. On peut les prévoir dans la Constitution. Voilà.
Et on peut prévoir qu'un certain nombre de textes seront abrogés. Alors, ah oui, ça c'est un élément, un argument important qui me fait penser à ça. Ce que vous dites, c'est tout ce moment où, cette période de transition, où va coexister deux mondes. Pour vivre ça de la manière la moins bordélique possible, il y a des possibilités, des moyens, et notamment l'idée d'avoir deux chambres, c'est extrêmement important, parce que, outre la protection du mandat constituant, unique sur la tête des constituants, cela permet aussi de faire de l'Assemblée nationale nouvellement élue ce que j'appellerais une chambre complice du travail constituant. C'est-à-dire que cette Assemblée nationale, élue sous la Ve République, aura, et si elle est à majorité insoumise, aura pour fonction, pour but, de rendre possible et exhaustif, enfin complet, parfait, le travail constituant qui se mènera parallèlement. Par exemple, avec l'abrogation d'un certain nombre de textes qui aujourd'hui nous font courber les chines, nous pèsent dessus et rendent impossible une implication. Est-ce que du coup vous voulez mettre en place un circuit législatif entre les deux assemblées pour pas que l'Assemblée législative de la 5e nouvellement élue commence à mettre en place des choses qui soient contradictoires avec ce qui est prévu en même temps dans l'Assemblée constituante, ce qu'elle ne communique pas? Alors, il n'y a pas de circuit véritablement prévu, tout simplement parce qu'il faut éviter qu'il y ait une quelconque contamination, de l'Assemblée constituante par l'Assemblée nationale, qui est Assemblée nationale de la Ve République, qui a les réflexes de la Ve République. Donc, a priori, non. A priori, il n'y aura pas de mise en cohérence. Par ailleurs, ça nuit aussi à la liberté, on va dire, et à la souveraineté de l'Assemblée constituante. Le seul, ou de l'Assemblée nationale, tout à fait. Et le seul corps habilité à interférer avec l'Assemblée constituante, ce serait le peuple lui-même, ou c'est quand même ça l'idée qui me semble plus compatible avec ce qu'on veut faire. Et pour la mise en place d'apport d'idées pour la constituante extérieure à l'Assemblée constituante, est-ce qu'il y aura une mise en place nationale? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prévues? Alors, c'est ce dont je vous parlais sur les forums citoyens, les choses comme ça, c'est pas encore prévu. Il y a des choses qui existent et qui sont pas nulles, y compris aujourd'hui, qu'on pourrait mettre en service. Je pensais, j'aimais bien l'idée des conseils de citoyens qui peuvent être aussi constitués en conseil de jeunes ou conseil de, d'associations, je sais pas, des syndicats, des comités populaires à la base, et qui auraient cette tâche qui consiste à informer l'Assemblée constituante, qui ne voterait pas à sa place. Il l'informerait et il y aurait une obligation, et là pour le coup une obligation inscrite dans le règlement intérieur par exemple, de l'Assemblée constituante, d'auditionner ces groupes-là, de les entendre. En tout cas qu'il y ait vraiment un lien institutionnalisé entre les deux. Mais pas un lien, je pense qu'il ne faut pas, qu'il y ait un lien de mandat impératif, on va dire, sur les députés, sur les constituants. Ouais. Il y avait, pardon madame. Je voudrais avoir plus d'éclaircissement sur la question suivante. On constate que des dysfonctionnements dans la Ve République, et en particulier sur la question de la séparation des pouvoirs, en particulier pour la justice. Oui. Donc, séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir des précisions là-dessus. Oui, bien sûr. Comment on l'introduit dans le... D'accord. Alors, la question était celle de la séparation des pouvoirs. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est une nécessité, mais il ne faut pas mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il y a la séparation des pouvoirs sous la Ve République, et il y aura probablement une séparation des pouvoirs sous la 6e si le peuple est d'accord. Et pour le coup, aujourd'hui, ce qu'on peut faire dans le cadre de la 5e, on peut faire un certain nombre de choses qui ne nécessitent pas forcément une révision de la Constitution, parce que ça serait beaucoup se mettre sur les épaules que
de lancer un processus constituant et en même temps de réviser la Constitution de 58, là, enfin, je pense qu'on fatigue complètement, et en plus, je doute qu'on ait une majorité des 3/5, ni même qu'on puisse mobiliser le peuple en plus là-dessus à l'occasion d'un référendum. Enfin bref, je ne vais pas dans le détail, mais il y a moyen quand même de travailler à la séparation des pouvoirs telle qu'elle est aujourd'hui bafouée dans le cadre de la Ve République. Et alors sur l'indépendance de la justice, bon, l'indépendance de la justice, elle est comme ça aujourd'hui. Tout simplement parce que dans la Constitution de la Ve, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, on va dire, à part entière. Il n'y a qu'une autorité judiciaire très largement subordonnée au pouvoir exécutif. Bon. Ouais. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre, pour la raison que je viens de vous dire, qu'il faille rentrer dans une révision de cette Constitution sur ce point-là, sachant que dans le même temps, on est en train de fabriquer une nouvelle Constitution pour... voilà. Donc ça ne fait pas partie des principes de départ. C'est le peuple qui va décider s'il y a une séparation des pouvoirs. Ouais. C'est un problème, ça, quand même, c'est pas évident. Hein. Mais je ne comprends pas où est le problème. C'est-à-dire que, justement, en partant de la réflexion de ce que j'ai vu dans l'avenir en commun, il y a un moment donné, on parle de cette question-là. De remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par un Conseil supérieur de la justice désigné pour partie par les magistrats et le Parlement, devant lesquels il sera responsable. Et c'est à propos de ça que j'ai posé la question. Très bonne question. Alors, si vous voulez mon avis, et là je parle en termes juste de faisabilité, de cohérence, pas de cohérence, d'efficacité, d'efficacité juridique et politique. Typiquement, cette mesure-là, ce serait une mesure pour une 6e République. Si on n'y arrive pas, c'est-à-dire si, par exemple, le peuple dit non, il n'y a pas de constituante, voilà, eh ben, ce serait un projet de révision de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis assez étonnée que personne n'ait posé cette question ici en disant qu'est-ce qui se passe si le peuple dit non? Et si c'est non au référendum? C'est ça. Et je me disais, est-ce qu'il y en a un qui va suivre? Ben oui. On a un vrai problème ici. Si c'est un non à un référendum qui porte précisément sur la mesure majeure, la mesure centrale du programme, ça va être difficile de rester au pouvoir. Ce sera une forme de désaveu. Hein? On vous entend pas? La question c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire un référendum pour déclencher le processus constituant? C'est dans la Constitution. Alors, je vais vous répondre de deux manières. Une manière politique. Un argument politique, c'est de vous dire ce que je disais au départ sur rendre le pouvoir au peuple. Symboliquement et politiquement, c'est très difficile de rentrer dans un processus constituant octroyé. Vous voyez, c'est-à-dire c'est la Ve République qui vous donne la constituante. D'accord? Ça, c'est une réponse politique et symbolique qui est de dire un processus de cette nature-là, qui prétend rendre le pouvoir au peuple, doit assumer le fait qu'il doit être déclenché par le peuple lui-même. Deuxième argument, qui est un argument de tactique juridique. Si vous ne passez pas par un référendum, notamment le référendum, article 11, je pourrais vous expliquer pourquoi celui-là et pas un autre, s'il y a plusieurs référendums dans la Constitution actuelle. Si vous passez par une autre voie que le réféendum, ça suppose qu'il faudra quand même convoquer la constituante d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas par une loi référendaire, c'est par une loi ordinaire. Qui est-ce qui contrôle la validité de la loi, et notamment la conformité de la loi à la Constitution? C'est le Conseil constitutionnel, qui ne manquera pas de se saisir du problème, et qui là, direct, il vous dit, ah ben non,
c'est pas une loi qui porte vraiment sur l'organisation des pouvoirs publics. Ou c'est une loi qui vise à modifier la Constitution. C'est donc une loi constitutionnelle. C'est donc pas une loi législative, de rang législatif. Donc il y a un problème. C'est un risque majeur qu'on fait peser sur le truc. C'est-à-dire que moi, je préfère que ce soit le peuple qui dise non, plutôt que ce soit un Conseil constitutionnel qui nous sabre sans arrêt. Mais dans le passé, le peuple a dit déjà non, et pourtant on s'est bien assis sur... Ah bah ça oui, mais ça c'est un rapport de force que, à mon avis, aujourd'hui, s'il y a une majorité insoumise au pouvoir, c'est-à-dire que non seulement, dans ce cas-là, vous vous asseyez, enfin, qui serait... Pensez au contexte. Vous pensez tellement au contexte d'un pouvoir adverse au pouvoir. Là, vous aurez un président dessous. Ça aide. Si on imagine que ça se passe bien après, on aura aussi une Assemblée nationale à majorité insoumise. Donc là, c'est l'alignement des planètes. Hein. Donc on se retrouve dans une situation assez favorable, a priori. A priori, hein. Je ne dis pas que... Mais voilà. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que le risque, c'est qu'on va se retrouver avec une loi qui pourrait être déférée au Conseil constitutionnel et donc invalidée, alors que, et vous me direz, oui, mais si c'est le référendum qui produit la loi de convocation de la Constitution, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas invalidée par le Conseil constitutionnel? Parce qu'il y a un précédent, et ce précédent-là, c'est 1962, où le Conseil constitutionnel a dit à ce moment-là, je ne suis pas compétent pour contrôler la volonté que le peuple a exprimée directement. Donc, sous-entendu, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la validité d'un choix référendaire. Il se l'interdit. Bon, il pourrait dire, cette fois je ne l'interdis pas, hein, mais bon, vous imaginez le rapport de force qu'il engagerait dans ce cas-là. Il y a un peuple qui dit oui à une constituante à l'occasion d'un référendum article 11, et il y a le Conseil constitutionnel qui lui tombe dessus pour dire ah ben non, ils sont 9. Et donc on a une majorité, de millions de gens qui étaient, et il y a 9 mecs qui disent non, c'est pas possible. Donc, enfin c'est pas possible, c'est possible juridiquement, mais politiquement ça tient pas longtemps, ou alors c'est la révolution. C'est un coup d'État. Hein. Ah ben, si le référendum est négatif, tout s'arrête. C'est-à-dire que le processus constituant n'est pas déclenché. Et du point de vue de la responsabilité politique de celui qui a posé la question, c'est-à-dire Mélenchon, et bien là on a un vrai problème de légitimité. Et en toute logique, il devrait partir. Et c'est ce qu'il a dit. À mon avis, c'est-à-dire que s'il ne part pas, il est en contradiction totale avec tout ce qu'on fait. C'est-à-dire le principe de la responsabilité politique. C'est ça. C'est quand on est désavoué qu'on s'en rend. Et ça, c'est un désavoué majeur, puisque si on ne fait pas la constituante, on n'arrivera pas à mener à bien le programme de la vie. C'est un sacré enjeu. Bon, je crois qu'on va... Ouais, il y a une question ? Oui. Vous vous souvenez des conséquences du non à la Constitution européenne il y a quelques années ? 2005. J'ai pas souvenir que le président en exercice ait démissionné. Ben non. Exactement, mais vous avez raison. Ça, c'est la preuve éclatante de ce que le président de la République est irresponsable politiquement. Voilà. C'est un président de la République qui ne part pas quand la question qu'il a posée est négative alors qu'il a défendu le oui. D'accord ? Donc voilà, dites-moi, est-ce que j'ai oublié des choses vraiment très importantes qui nécessitent qu'on se couche à pas d'heure ? Enfin, ce sera déjà le cas. En tout cas, je voulais vous dire merci beaucoup et j'ai relevé plein d'éléments qui nous donnent encore à penser. Et merci pour votre attention. Je vois que voilà, c'est quand même, on est mûr, quoi. C'est bien la preuve. Merci beaucoup.